Bienvenue au webinaire Le flux de l'impact collectif, un système de mesures partagées, présenté par la Fondation de Trillium de l'Ontario, volet subvention avec Ethel Côté, de Mécénès Incorporé et associé au Centre canadien pour le renouveau communautaire. Et maintenant, Ethel, je vous donne la parole. Merci beaucoup, Marc. Est-ce que le son est bon? Oui, le son est très Ça bon. va? Ethel, oui, très bien. Parfait. Donc, bonjour tout le monde. On en est rendu, je crois, à notre troisième ou quatrième webinaire et on a eu aussi les sessions en personne organisées par Tamarack et la Fondation Trillium de l'Ontario. Mais aujourd'hui, c'est encore une belle session qu'on a devant nous parce qu'on va parler d'un des éléments, une des conditions essentielles qui est le système partagé, là, d'évaluation partagée. Mais on va passer en revue les 5 conditions d'impact collectif. Ethel, désolé, on vient juste de vous perdre dans la communication. Je vous ai même trouvé deux exemples en français cette fois-ci, mais c'est pas de l'Ontario. On n'est pas encore rendu en Ontario à documenter des initiatives, mais il y en a deux que j'ai trouvés au Québec, puis vous verrez à la fin du webinaire les exemples. Donc, on va passer en revue les 5 conditions de l'impact collectif. On va vraiment s'attarder sur une de ces conditions, donc qui est développer une approche de mesures partagées. Puis, par des exemples concrets, comme Marc vous le disait en avant-première de ce webinaire-là, on va vous donner des exemples concrets, puis en utilisant des outils aussi pour présenter cette information-là. Mais encore là, vu que c'est tellement nouveau dans la tête de bien du monde, l'impact collectif, on essaie de se rappeler à chaque webinaire la définition qui porte tout le travail qui se fait en Ontario. Donc, rappelons-nous, dans mes propres mots à moi, puis c'est projeté, donc je ne lirai pas le texte, mais c'est vraiment un groupe d'acteurs et d'actrices d'une communauté qui viennent de différents secteurs d'activité, mais qui se donnent un agenda commun pour régler un problème dans la communauté, un grand défi social qu'on a le goût de travailler ensemble, mais on va travailler différemment. On va se donner une forme beaucoup plus structurée pour encadrer ou guider et animer notre collaboration. Ce qu'on sait, par exemple, au niveau de l'impact collectif, c'est ce que c'est pas. Ce n'est pas. C'est pas une collaboration comme on les voit, comme d'habitude, parce que oui, dans la communauté francophone, anglophone, les Premières Nations et tout ça, il y a une multitude de collaborations. Mais là, on va un cran plus loin. Quand on dit le mot collaboration, on sait qu'il va falloir peut-être se donner un cadre de travail différent, des outils différents, surtout parce qu'on ne veut pas avoir des résultats à court terme, on veut avoir de l'impact. Ce n'est pas non plus une approche monosectorielle, dans le sens que tout le monde des arts qui travaille ensemble pour un problème. Quand il y a un problème, même si c'était dans le milieu des arts qui est vraiment concerné, peut-être que ça impliquerait des gens de plein d'autres secteurs d'activité pour aborder ce problème-là, puis trouver vraiment une solution ou des solutions qui vont changer le système, qui vont avoir un impact. Ce n'est pas non plus une attention de courte durée, une attention portée sur un projet, un programme qui a un début puis une fin ou une solution unique qui va tout régler. C'est souvent une variété d'initiatives, une variété d'activités, puis pour vraiment, si on veut avoir un changement de système. Je l'ai déjà dit, on se lance pas dans l'impact collectif quand on veut avoir des résultats à très court terme parce qu'on veut vraiment changer le système. Donc, c'est vraiment, rappelons-nous que c'est vraiment ces éléments-là clés qui définissent vraiment ce que n'est pas l'impact collectif. Si vous avez déjà participé aux anciens webinaires, au précédent webinaire, on prend aussi le temps de se rappeler qu'il y a des conditions essentielles, des préconditions essentielles pour l'impact collectif. Donc, on a les conditions préalables, puis on a des conditions, les 5 conditions qu'on va se rappeler aussi dans quelques minutes. Dans les conditions préalables, on dit, puis ça encore là, c'est pas juste une liste d'épicerie qui a été faite sur le coin d'une table, c'est parce qu'on a regardé dans des communautés des gens qui vraiment, des communautés qui entreprenaient vraiment la trajectoire de l'impact collectif, puis on a essayé de repérer qu'est-ce qu'il fallait initialement pour donner cette pulsion-là, donner des racines à une trajectoire d'impact collectif dans une communauté. Puis on s'est rendu compte que les champions influents est important. Ça, c'est des personnes qui vont
qui vont vraiment tenir à cœur l'enjeu, le problème sur lequel on va travailler ensemble, puis ils vont aussi vouloir y participer, vouloir influencer les gens dans leur communauté pour comprendre cet enjeu-là, puis d'avoir le goût de se mobiliser, puis de concerter leurs efforts pour travailler ensemble. L'urgence de l'enjeu, ben, s'il y a juste nous, puis les gens de notre organisme qui disent que cet enjeu-là ou ce problème-là est important, il n'y a pas grand monde qui vont avoir le goût de travailler avec nous. Et dans les différentes initiatives réussies d'impact collectif, on s'est rendu compte qu'il fallait vraiment vérifier si l'enjeu était commun à une variété de gens. Et puis, ça intéressait aussi encore là le grand public en général. Puis ça, c'est pas juste de dire, oui, voici un problème. Est-ce qu'il y a une urgence à faire quelque chose ensemble pour, non pas avoir des résultats à court terme, mais avoir vraiment de l'impact, puis de changer le système? Puis, si vraiment on est les seuls qui croient que cet enjeu-là est urgent, ben imaginez le travail de bras qu'on aura à faire pour sensibiliser les acteurs de la communauté, les organisations et tout ça. Mais c'est une condition préalable. Si on n'a pas la même lecture de l'urgence de l'enjeu, puis du même enjeu, ben les gens, à un moment donné, vont peut-être embarquer dans la foulée de travailler ensemble, mais ils vont débarquer quand ils vont se rendre compte que c'est pas après 3 mois, 6 mois qu'on a peut-être l'impact qu'on souhaite. Et bien entendu, dans des conditions préalables à l'impact collectif, il y a des ressources adéquates. Puis quand on dit ressources, souvent les gens pensent que c'est de l'argent. Oui, il va falloir avoir de l'argent, mais il va falloir aussi avoir des gens qui vont investir du temps, qui vont investir de l'énergie, qui vont prêter un local pour que les réunions qui doivent se passer aient lieu. Donc, quand on dit ressources adéquates, c'est vraiment ressources avec un R majuscule. Donc, ça, on s'est rendu compte que, encore là, dans les initiatives d'impact collectif réussi, ces conditions-là préalables, on les retrouvait. Et c'était vraiment, comme je le disais, les racines d'une initiative d'impact collectif, une trajectoire collective. Mais dans vraiment les communautés qui embrassent l'impact collectif, on s'est rendu compte qu'encore là, il y avait 5 conditions. Et c'est le dernier webinaire, on a vraiment regardé le programme commun, l'agenda commun. Donc, je le dis, puis on va vous le redire à la fin où se trouvent tous les webinaires ont été enregistrés. Donc, s'il vous manque des éléments, autant sur l'intro, le concept, d'où ça vient, des exemples sur une variété d'initiatives d'impact collectif ou de communautés qui ont entrepris cette trajectoire-là, ben, Marc pourra nous donner les liens tout à l'heure sur comment réécouter ou aller carrément écouter certains webinaires. Et le dernier, comme je le disais, c'était sur le programme commun. Donc, quand on dit programme commun, c'est l'agenda commun, partager la même vision du changement qu'on veut entreprendre, mais aussi pas juste avoir la même vision du changement, est-ce qu'on a la même analyse par rapport à l'enjeu, au problème sur lequel on va tous et toutes travailler ensemble pour mobiliser nos ressources. Ah, puis je vois que Marc a déjà mis certains liens pour les webinaires. Merci, Marc. Mais ce qu'on va vraiment discuter aujourd'hui, c'est le système d'évaluation commun. Ça nous permet d'explorer, ça nous permet d'aligner tous les efforts, de rester synchronisés, tous les acteurs et les actrices qui vont être impliqués dans une démarche d'initiative d'impact collectif. Ça va nous permettre de vraiment s'assurer que nos efforts sont concertés, qu'on est bien alignés pour réaliser ce qu'on avait le goût de réaliser à court, moyen et long terme. Ça nous permet aussi, vous allez voir tout à l'heure dans les exemples, de suivre le progrès de notre travail. Parce que on ne produit pas une évaluation comme on les produit généralement, juste pour avoir un rapport à la fin, dire merci aux partenaires financiers, puis dire voici ce qu'on a accompli, mais c'est vraiment suivre le progrès, puis de découvrir tout au long de comment notre trajectoire d'impact collectif se déroule, quand on suit le progrès, est-ce qu'il y a des choses dans lesquelles on va pouvoir, des données qu'on va pouvoir récolter pour apprendre de ces données-là, peut-être modifier le tir, modifier des initiatives, modifier des activités, puis c'est ça qu'on va parler aujourd'hui. Vous voyez qu'il y en a quand même 5 autres conditions, les activités se soutenant mutuellement, tout le maillage, le soutien mutuel, on évite le dédoublement des activités, on s'assure que tous les partenaires impliqués dans une démarche aient des activités qui sont différentes, mais vraiment bien concertées. Puis on se soutient mutuellement. La communication est un autre élément clé. Sans communication, on peut bien s'informer, mais bien communiquer dans un contexte où il y a de la confiance, de la transparence, la communication continue. C'est vraiment, ça égale de l'engagement puis de l'implication de tous les acteurs et les actrices impliqués. Et on va aussi en parler dans le dernier webinaire, mais c'est quoi la structure de soutien qui devrait être en place pour soutenir toute cette pulsion-là d'impact collectif?
Donc, on se lance dans notre thématique. Elle est drôle, cette image-là, parce que ça fait quoi des millénaires que les loups hurlent à la Lune. Je suis convaincue qu'ils se posent la question s'ils ont vraiment un impact sur la Lune ou si c'est la Lune qui a un impact sur eux. Mais de là à rentrer dans le sujet. Le système de mesure partagée n'est qu'une partie du système d'apprentissage plus large dans lequel, si vous embarquez, si vous embrassez les initiatives d'impact collectif, puis les trajectoires d'impact collectif, vous allez vous rendre compte qu'on ne va pas juste évaluer, comme je mentionnais tout à l'heure, comme on évaluait dans le passé, on va se donner des façons d'aller beaucoup plus loin. Donc oui, l'évaluation, ben oui, ça se rapporte à une série d'activités. On va collecter, qu'on réalise, on va se trouver des façons de colliger de l'information, on va sur chacune des activités, puis on va essayer de les évaluer comme telles. Puis dans le système de mesures partagées, ben, on va intégrer un ensemble d'indicateurs. Pas des indicateurs, juste une liste d'épicerie d'indicateurs, mais vraiment tous les partenaires impliqués sur l'agenda commun, l'objectif commun qu'on s'est donné, sur la lecture commune de l'urgence, de l'enjeu et tout ça. Ensemble, on va identifier des indicateurs quand je dis des indicateurs communs, c'est parce qu'on va les définir ensemble pour contrôler le rendement de l'ensemble des initiatives qu'on va réaliser ou de l'initiative d'impact social. Puis, ça va nous permettre de vraiment suivre, comme je disais tout à l'heure, la progression, d'apprendre de cette progression-là, de rectifier le tir. Donc, le système de mesures partagées peuvent être à la fois des apports à une évaluation comme on fait présentement, parce que oui, ça va vous fournir des données, puis ça va vous aider à formuler des questions d'évaluation, mais ça va aussi être en lien avec vos objectifs plus globaux de l'initiative d'impact collectif. C'est quoi le système de mesures partagées? Le système de mesures partagées va vous permettre de poser des questions. Deux grandes questions. Là, vous allez me dire, mon Dieu, vas-tu nous apprendre le bouton à 4 trous? Vous allez dire, ah, sans doute que quand je vais vous les montrer, ben, c'est le genre de questions communes que l'on se pose, mais après ça, c'est comment on les traite, ces questions-là. Donc, c'est sûr que quand on est impliqué dans une initiative d'impact collectif, on veut savoir quel progrès que l'on fait, parce qu'on veut provoquer un changement systémique, puis comment l'information qu'on collige nous aide à prendre des meilleures décisions. Et non pas l'information qu'on collige à prendre des décisions à la fin d'un projet, mais même en cours de la réalisation d'une variété d'initiatives d'impact collectif. Ce que j'aime bien avec les webinaires organisés par Tamara puis soutenus par la Fondation Trillium, c'est qu'on prend le temps, vu qu'on est en train de se donner une tête sur ce que c'est l'impact collectif, on essaie d'expliquer ce que c'est, puis on essaie aussi, parce qu'on a des habitudes dans nos organisations respectives, dans nos communications, dans nos communautés respectives, puis souvent, ben, ces habitudes-là nous ramènent à faire comme on fait toujours les choses. Donc, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, on vous montre la définition de ce que c'est l'impact collectif, puis après ça, on vous dit ce que ce n'est pas. Donc, le système de mesures partagées, c'est pas la vocation de mesurer l'impact d'une seule organisation ou intervention. Par exemple, on sait que ça va demander plus d'un acteur dans une stratégie d'impact collectif parce qu'il va falloir plus d'un joueur, d'une variété de secteurs d'activité si on veut avoir l'impact souhaité, puis provoquer le changement que l'on veut dans notre société. Donc, on ne va pas essayer d'aller évaluer seulement une organisation, une des activités. Il faut vraiment que le système, on dit bien le système de mesures partagées, est beaucoup plus large que ça. Donc, c'est pas non plus seulement une collecte de données. C'est pas non plus en lien avec juste des éléments de nos programmes, des mesures programmatives, ça serait des éléments de nos projets, nos programmes. C'est pas non plus pour nous taper sur les doigts. Tu sais, comme on collige de l'information, on a des données, puis le bailleur de fonds se rend compte qu'on avait promis d'avoir 15 personnes dans la salle, puis finalement, on en a eu 5, puis là, on va se faire taper sur les doigts. Puis on va se faire couper. C'est pas dans une logique punitive, au contraire. Le système de mesures partagées, n'oubliez pas, là, c'est une façon de se donner plus que de l'information qu'on va colliger avec les questions qu'on vient de voir, mais une façon de continuer à comprendre qu'est-ce qu'on doit faire et comment on doit le faire si on veut avoir des changements systémiques dans notre communauté. Vu qu'on amène plein de partenaires dans la communauté à travailler ensemble, on ne va pas non plus cette façon de colliger de l'information puis d'évaluer le progrès des choses. C'est pas pour dire ah ben tiens une organisation en a fait plus que l'autre puis d'être dans une logique de compétition parce que chaque acteur, chaque partenaire doit vraiment travailler main dans la main si on veut avoir le changement souhaité et l'impact souhaité.
Un système de mesure partagée, je le répète, je l'ai dit un peu plus tard, ce n'est pas un rapport produit une fois par an à la fin d'un projet qu'un bailleur de fonds. C'est beaucoup plus soutenu que ça. C'est pas non plus une évaluation rétrospective dans le sens qu'on s'est engagé à faire 5 activités, puis on a eu 25 000 puis à la fin, on dit voici les 5 activités qu'on a faites pour le 25 000 qu'on a eu. C'est pas pour faire la liste de tout ce qu'on a fait de façon rétrospective. Donc, si on regardait maintenant, vous venez d'entendre ce que c'est et ce que ce n'est pas. Quelles sont les phases de développement d'un système de mesure partagée? La première phase, encore là, je ne vous apprendrai rien parce que les phases, que ce soit en gestion, en planification, en développement de nos communautés, ça se ressemble beaucoup. C'est dans comment après ça, ça se déroule, ça prend forme et comment on va vraiment le faire. Il y a la phase de conception. Là, ça revient, il faut avoir une vision commune pour le système de mesures partagées qu'on va mettre en place, sur les objectifs qu'on va définir, sur la théorie du changement. Si on a tel enjeu ou tel problème dans notre communauté, c'est quoi le changement qu'on veut provoquer dans le système, dans la communauté? Puis, donc ça, il faut avoir une vision commune, ça fait partie de l'étape de conception. On va aussi essayer de voir à l'étape de conception, vu qu'on amène plein d'organismes à la table, puis que chacun documente d'une façon ou d'une autre l'évolution de leurs propres activités, puis font des rapports annuels, tout ça. On va regarder aussi qu'est-ce qu'on connaît sur nos pratiques, nos façons de colléger de l'information dans tous les partenaires qui sont impliqués, parce qu'il y a peut-être des pratiques qui se font et des connaissances qui pourraient être mises à contribution dans ce qu'on fait déjà dans le système de mesures partagées. Il va y avoir aussi dans la conception, vu qu'on est encore là dans une logique très collective de la chose, je ne parlerai pas collective, mais c'est vraiment une démarche collective, mais c'est qui va gouverner tout ça, qui va assumer le leadership, puis ça pourrait être un ou deux ou trois, ça peut prendre différentes formes, cette gouvernance-là, de tout le système de mesures partagées, puis comment l'organisation là, à la participation des différents acteurs va être structurée. Puis, c'est sûr que dans la conception, on va aussi identifier des indicateurs de performance. On va aussi confirmer un genre de code d'éthique. Quand on collige l'information dans notre communauté, oui, il faut être transparent parce qu'on va analyser les données et puis on a besoin de laisser partager, mais on va aussi respecter des règles de base comme la confidentialité, parce que sinon, qui va nous donner son information si ils peuvent pas faire confiance aux gens qui vont traiter cette information-là pour vraiment guider le changement que l'on veut dans la communauté. La deuxième phase, c'est le développement. Donc, c'est sûr que si on s'est entendu sur le concept, puis qu'est-ce qu'on va trouver comme information, puis nos objectifs, c'est quoi notre théorie de changement, après ça, il faut se donner les mécanismes pour aller chercher cette information-là. Donc, on va sans doute développer une plateforme web pour que tous les acteurs impliqués puissent aussi se servir du même outil. On va confirmer l'outil ou les outils de collecte de données. Est-ce qu'on va mettre à profit déjà des outils qu'on a? Est-ce qu'on va en créer un nouveau parce que ça va être un outil collectif? On va clarifier ça. On va faire des tests avant même de lancer le projet pour s'assurer que ces plateformes-là fonctionnent. Et s'assurer aussi que pour que ça fonctionne bien après avoir fait les tests, on va s'assurer que dans chacune des organisations impliquées dans le processus, qu'il y ait les ressources humaines pour gérer les données, puis en faire des analyses et des synthèses qui vont alimenter là, tout le progrès qu'on veut documenter tout le long de la démarche là, de l'impact collectif. Et le dernier, quand on a fait la conception, puis le développement des outils, puis des moyens, c'est sûr que là, il faut déployer le système de mesures partagées. Donc, il faut le mettre en œuvre. Donc, on va sans doute s'assurer de se former et de s'informer, toutes les personnes impliquées, pour comment utiliser la chose. Puis après ça, on va se donner des forums d'apprentissage puis d'amélioration continue, pas juste au début pour savoir comment ça fonctionne, parce que au fur et à mesure qu'on va colliger de l'information, on va peut-être découvrir des choses et on devra peut-être continuer à se former et à améliorer les outils pour encore là aller plus loin dans l'information qu'on va récolter. Puis encore là, n'oublions pas, c'est dans l'objectif ultime de la réalisation de notre agenda commun et dans l'objectif ultime de répondre à un enjeu majeur dans notre communauté puis de provoquer les changements que l'on souhaite. Le soutien constant de l'infrastructure de soutien, là, donc il faut aussi clarifier son rôle par rapport à l'appui qu'il va apporter à tous les partenaires impliqués dans l'initiative ou la trajectoire d'impact collectif. Puis, au fur et à mesure, on va améliorer le système, on va raffiner, on va faire des évaluations continues, puis on va s'adapter pour que ça fonctionne bien.
Un exemple de comment ça s'est fait, c'est le projet d'obésité infantile à Dallas. Donc là, je vous apprends rien, là, parce que ça fait plusieurs webinaires qu'on en parle, les 5 conditions. Donc, on les voit à la gauche. Donc, c'est pas déconnecté, ces 5 conditions-là. Ça guide vraiment la façon que les gens vont développer leur processus à tous les niveaux, incluant dans le système d'évaluation commun que tous les partenaires vont se donner, ce que l'on parle aujourd'hui. Donc, l'exemple, c'est qu'eux autres se sont donné une théorie de changement. Un changement dans les systèmes, un changement chez l'enfant et la famille, puis des changements au niveau de la population. Donc, je ne vais pas tout lire la diapo, mais vous voyez à quel point que si on veut vraiment aborder l'enjeu de l'obésité infantile à Dallas, on aurait pu dire on va juste travailler sur les parents, on va juste travailler sur les écoles, on va juste travailler. Mais non, ça concerne tellement de monde, cet enjeu-là majeur dans la société. Puis eux autres, à Dallas, ils ont vraiment identifié ça comme un enjeu majeur, que plein d'acteurs devraient vraiment se concentrer pour y travailler. Donc, vous voyez, au niveau dans changement dans les systèmes, on parle de la pratique des professionnels, on parle de l'infrastructure communautaire, ça c'est tous les environnements physiques, les ressources, l'environnement politique aussi qui entoure et qui soutient une saine alimentation, l'air propre dans les espaces communs, tout ça. Changement au niveau de la famille, le changement au niveau de la population, puis vous voyez même au niveau des services de santé, tout ça. Donc, dans la phase de conception, ils ont, en fonction de leur enjeu, ils ont essayé de confirmer leur théorie du changement. Et leur théorie du changement, ben, comme je le disais, aborde le changement dans 3 grandes composantes de la communauté. Donc, tout au long de la démarche, à un moment donné, on va observer des progrès, on va choisir des indicateurs pour notre théorie du changement pour observer après 1 an, puis après plusieurs années, comment vraiment les actions, les initiatives qu'on a identifiées dans notre théorie du changement abordent ou traitent vraiment cette problématique-là, cet enjeu commun que cette communauté-là a identifié. Que ce soit à Dallas ou ailleurs, les intervenants qui suivent de près ou qui accompagnent les communautés qui entreprennent une trajectoire d'initiative d'impact collectif ont noté qu'il y a des défis qui se posent au développement et la mise en place d'un système de mesures partagées parce que, encore là, un des plus grands défis, c'est peut-être parce qu'on a des habitudes de comment on fait nos évaluations, puis on a de la difficulté à peut-être penser faire autrement. Donc, je vais vous en partager 5. C'est les 5 majeurs qui ont été notés. Mais encore là, selon les pratiques, ben, au fur et à mesure qu'il y aura des initiatives en Ontario, peut-être qu'il y a des défis qui ont été identifiés jusqu'à maintenant qu'on ne retrouvera pas, puis il y a peut-être d'autres défis propres à notre contexte qu'on pourra retrouver. Donc, le premier défi, c'est de s'accorder. Imaginez, vous avez plein de monde autour de la table, plein de partenaires, plein d'organisations, oui, qui s'entendent sur un agenda commun, un enjeu commun, puis ils s'entendent aussi à travailler ensemble pour surmonter cet enjeu commun-là, puis ils s'entendent aussi sur une théorie de changement pour vraiment avoir de l'impact par rapport à cet enjeu-là. Bien là, il faut s'entendre sur les résultats qu'on veut atteindre à court, moyen et long terme, puis il faut s'entendre sur les indicateurs communs. Pas pour chacune des organisations impliquées, mais en fonction de l'enjeu commun, puis en fonction de l'agenda commun qu'on a identifié. Puis encore là, c'est pas d'avoir une liste d'épicerie d'indicateurs, c'est vraiment d'avoir des indicateurs particuliers. Puis vous allez voir tout à l'heure, j'en ai quelques exemples pour certaines initiatives. Aussi, un des défis, c'est qu'il y a des inquiétudes au sujet de la relative performance ou des mesures comparatives chez les fournisseurs travaillant dans le même espace que les projets. Comme exemple, on parlait du projet de la santé au niveau de l'obésité des enfants tout à l'heure. Ben, parfois, on collige de l'information via nos processus d'évaluation, puis c'est dans un souci de se comparer les uns aux autres. Ben, un des défis, c'est que c'est pas ça. C'est qu'on veut pas, c'est pas dans un souci de se comparer, c'est un souci d'avoir de l'impact, de vraiment nous ramener proche des objectifs que l'on vise. Un autre des défis, c'est qu'on sait investir du temps pour évaluer, pour colliger de l'information, pour analyser les données qu'on a récoltées. Ben, dans chacune des organisations qui vont participer au processus d'initiative d'impact collectif, ça ne veut pas dire que chaque organisation aura la capacité qu'il faut pour investir un peu de temps ou un peu de ressources dans ce processus-là d'évaluation et d'analyse de données. Sauf que c'est un défi
parce qu'on est collectivement impliqué dans une initiative d'impact collectif, ou dans une trajectoire d'impact collectif d'enjeux. Donc, il faut que chacune des organisations participantes puisse vraiment comprendre l'analyse des données, puis qu'on reste vraiment ensemble tout le long de la démarche. Donc, quand la capacité est limitée dans chacune des organisations, ben, ils se sont rendus compte que des organisations qui comprenaient peut-être pas certaines dimensions des données récoltées, parce qu'il n'y avait pas le temps non plus de les regarder puis de les évaluer. L'alignement des bailleurs de fonds, parce que chaque bailleur de fonds a ses paramètres, ses critères pour faire un appel d'offres de projet, mais aussi a ses propres critères et paramètres pour les rapports qui seront soumis à la fin des projets. Donc ça, c'est un défi parce que, dans le fond, nous, on veut travailler ensemble pour un enjeu majeur, puis avoir de l'impact, vraiment changer le système par rapport à cet enjeu-là. Puis là, si chaque bailleur de fonds qui vont soutenir éventuellement cette initiative-là ne changent pas eux aussi leur façon de voir les choses, puis qui demandent leur petite donnée particulière à chacun, ben ça risque d'être, c'est un défi jusqu'à maintenant. Et des bailleurs de fonds pour demander des mesures communes dans leur propre cadre, dans leurs propres paramètres de programme, ça crée de la tension, puis c'est un défi pour les initiatives d'impact collectif. C'est intéressant, par exemple, parce que dans la session en personne, dans les 2 sessions en personne qu'on a fait en français, il y a des membres de la communauté qui ont dit, exemple, à la Fondation Trillium, ça va être important que vous parliez aux autres bailleurs de fonds avec lesquels vous travaillez, les informiez de ce que c'est du financement, une source d'impact, de financement d'impact collectif, puis que peut-être qu'il y aura d'autres bailleurs de fonds, plus ils vont être informés, plus ils vont avoir le goût aussi de s'aligner pour soutenir des processus comme ça qui se passeront dans la communauté. Je regarde le temps, bon, ça va bien. Et un autre défi, c'est le temps, le coût du développement et du maintien du système. Ben, c'est sûr que quand on parle de plateforme web, quand on parle d'investir du temps de nos ressources humaines, bénévoles ou payées au sein de nos organisations, ça prend du temps, puis il y a des coûts à ça. Donc, c'est un défi. Parce que plus l'organisation est petite, plus ça risque d'être difficile. Donc, il faut trouver une façon de surmonter tous ces défis-là si on veut vraiment développer et mettre en place un système de mesures partagées qui va vraiment fonctionner. Ce qui est intéressant encore là, c'est qu'en s'inspirant des expériences déjà vécues dans diverses communautés aux États-Unis, au Québec, ailleurs, ben, si on les connaît, ces défis-là, on peut peut-être trouver des actions, des moyens, des façons de faire à notre échelle qui nous permettraient d'atténuer ces défis-là ou carrément de les surmonter. Un exemple de défi en matière de collecte de données, dans un projet, là, c'est toujours le projet de Dallas, excusez-moi. Bon, indicateur de système, vous voyez un pourcentage des fournisseurs, pourcentage des codes postaux dans le comté de Dallas ayant accès au parc et sentiers, nombre de garderies dans le comté de Dallas qui répondent à un temps d'activité physique minimale et des normes d'alimentation. Toujours en lien avec notre enjeu, vous vous rappelez tout à l'heure, l'obésité infantile. Dans ce tableau-là, on a identifié nos sources de données. Si on peut puis vous voyez, il y a même paramètres fictifs pour les mesures du système scolaire en développement. Ça se peut très bien qu'on identifie un indicateur, mais qu'on n'a rien encore pour collecter l'information. Ben, il ne faut pas l'oublier, donc on l'intègre dans notre tableau, puis si c'est en développement, ben, quand ça sera actif, on pourra mettre le lien sur la plateforme où est-ce qu'on peut colliger l'information, où est-ce que sur quel site, par exemple, l'information existe déjà. Puis, vous voyez, quand on nomme, exemple, indice de marchabilité. Marchabilité, on n'utilise pas ce mot-là bien, mais c'est un mot qui existe vraiment. Je pensais que c'était un anglicisme. Mais c'est vraiment là, dans un quartier, s'il n'y avait pas de trottoir partout, puis c'était très dangereux, l'indice de marchabilité serait presque 0. Donc, l'indice de marchabilité dans un quartier, c'est vraiment tout l'espace que l'on crée pour que la marche soit sécuritaire, et pour tous et pour toutes, là, les enfants, les familles et tout ça. Donc, eux autres, vous voyez, annuellement, il y a une fréquence de collecte de fonds et il y a même un site, le walkscore.com. Donc, quand on se donne un tableau comme ça, puis vous voyez, hein, on nomme déjà des sources, donc ça rejoint au commentaire, je vous ai dit tout à l'heure, c'est quand on regarde dans l'étape de conception ce que l'on fait déjà, quel genre d'informations qu'on collige déjà dans notre communauté pour alimenter notre collecte de données, pour qu'on ait une analyse commune par rapport au progrès qui se fait là, avec les différentes initiatives qu'on va faire pour adresser ou traiter de l'enjeu. Ben, on va identifier encore là des façons de faire nous-mêmes dans notre communauté qui nous permettent de colliger de l'information et qu'on pourrait mettre à profit de notre processus d'impact collectif dans notre communauté. Les clés d'un système de mesures partagées réussi.
Ben, il faut avoir une relation efficace avec les bailleurs de fonds qui vont être impliqués avec nous, euh, les informer de notre approche, de notre démarche. Et faut avoir un engagement ouvert et large. Ça, c'est de tous les partenaires impliqués dans l'initiative. Il faut avoir une infrastructure pour le déploiement et la mise en œuvre, mais qui respecte notre capacité. Si on met un super système, des super outils en place pour colliger de l'information, mais qu'on n'a pas la main-d'œuvre qu'il faut pour le faire vivre, puis la main-d'œuvre qu'il faut pour ramasser l'information ou même prendre le temps de l'analyser, ces données-là qu'on récolte, ben, ça ne marchera pas. Et toujours avoir la voie pour l'apprentissage et l'amélioration, être ouvert à tout le long du processus à continuer à apprendre et à améliorer ce que l'on va mettre en place. Donc, les clés d'un système de mesures partagé réussi, relation efficace avec les bailleurs de fonds, engagement ouvert et large pour tous, une infrastructure pour le déploiement et la mise en œuvre qui répond à nos capacités, puis un souci de continuer à apprendre et à améliorer le système qu'on va mettre en place. Les trucs et des astuces pour développer des mesures partagées, bien, identifier des indicateurs. Donc, c'est pas encore là, je le disais tout à l'heure, d'avoir une liste d'épicerie d'indicateurs. Faut limiter le nombre d'indicateurs, il faut que ce soit des indicateurs communs. Puis essayons aussi d'identifier si on le documente par un chiffre, que ça soit gérable. Si on dit telle initiative, on aura environ 200 personnes, mais on sait très bien qu'à toutes les fois qu'on faisait ce genre d'activités similaires, on en avait 15. Mais pas nécessairement euh, c'est pas nécessairement très faisable. Donc, autant faisable dans le type d'indicateur que dans le nombre d'indicateurs. Donc, si on a trop d'indicateurs à vérifier, ça va être difficile à faire. Puis si nos indicateurs sont pas réalistes, ça va être difficile aussi à évaluer. Préparer un ensemble de critères pour guider l'identification et la priorisation d'indicateurs potentiels. Puis je rajoute indicateurs potentiels communs. Donc là, si chaque organisme partenaire qui travaille ensemble se met ensemble pour identifier 125 indicateurs pour évaluer ce qui va se passer, ben ensemble, si on se donne quelques critères pour évaluer ces indicateurs-là, on en arrivera peut-être à identifier de 10, 15 ou 20 indicateurs communs potentiels qui vont vraiment nous permettre de bien évaluer les données qu'on va récolter. Il faut recueillir et présenter les données. Il faut se donner des objectifs. Souvent on documente les données seulement sur les gens que l'on vit. Si on pense à l'obésité infantile, on pourrait documenter seulement les données des enfants et des familles. Mais parfois, il faut aussi élargir notre collecte de données pour avoir un échantillon plus large, exemple de la population entière, pour faire voir des comparatifs puis faire des liens avec l'ensemble de la communauté. Puis utiliser des chiffres ainsi que des pourcentages pour que les objectifs soient le plus tangibles possible. C'est pas juste de dire on veut avoir un atelier réussi. Ben, est-ce qu'un atelier réussi, ça veut dire que 25% ou 50% des gens qui auront participé auront exprimé une appréciation ou quoi que ce soit. Donc, on puisse vraiment définir davantage par les objectifs avec des chiffres ou des pourcentages. Tirer profit des efforts et de l'expertise existants. Comme je le disais tout à l'heure, il y a tellement d'expertise dans nos communautés, dans les organisations, aussi petites ou aussi grandes soient-elles, dans la collecte d'informations, dans l'évaluation. Tout le monde fait des rapports annuels. Donc, à quelque part, puis présente ça à leur assemblée générale annuelle. Donc, à quelque part, on a une capacité d'évaluer ce que l'on fait bien, puis on est capable de le présenter, mais est-ce qu'on peut tirer profit de l'expertise qui existe déjà dans nos organisations pour l'amener beaucoup plus loin dans un système de mesures qui sera partagé entre tous les partenaires impliqués dans l'initiative. Former une équipe de bénévoles, au lieu que ce soit peut-être une organisation qui prend le leadership de tout, on peut peut-être se créer un comité interorganisation partenaires qui vont être impliqués dans la démarche, puis qui vont travailler autant sur la conception, le développement et la mise en œuvre du système de mesures partagées. On va peut-être s'entendre aussi sur un tableau de bord pour colliger l'information. On peut aussi regarder des indicateurs là, qui avaient déjà été identifiés au niveau local, provincial, fédéral pour d'autres projets, puis qui pourraient peut-être nous inspirer et intégrer. Donc, si on donne un autre exemple d'études de cas pour un système de mesures partagées, c'est la Fondation pour les gens itinérants à Calgary. Ça s'appelle The Roadmap Project. À Calgary, ils ont appris en réalisant leurs initiatives d'impact collectif. Il y a 5 grands apprentissages, 5 grands enseignements.
le focus sur le système et l'aliment, l'engagement communautaire, l'accès pour tous et toutes, la technologie est secondaire, préoccupations liées à la vie privée. Donc, le premier, focus sur le système et l'aliment, a aidé à repenser la planification et la mise en œuvre, tout en contribuant à structurer vraiment le système. Quand on dit un processus de mesure partagée, le fait de réfléchir ensemble, le fait de penser, de concevoir le système de mesure partagée ensemble, le fait de le planifier ensemble, ben, ça nous a amené ailleurs. Puis on focus sur les systèmes, puis il y a eu vraiment un alignement entre les visions communes des partenaires en fonction de l'enjeu commun. C'est sûr qu'encore là, il y a un engagement communautaire collaboratif, transparent et consistant. Eux autres, ils ont dénoté ça en fonction de leur propre pratique, là, puis en fonction de l'apprentissage qu'ils ont eu en mettant en place un système de mesure partagée. Ils se sont rendus compte que la technologie aussi, fallait former les gens, puis il fallait que ça soit abordable pour tous et toutes, et équitable. Parce que s'il y a comme je disais tout à l'heure, de petits organismes et de grands organismes, des organismes avec peu de ressources, puis des organismes avec plus de ressources, puis qu'il y en a juste certaines qui peuvent utiliser les outils que l'on met en place de façon régulière et continue pour documenter les progrès puis l'avancée de nos initiatives d'impact collectif, ben ça marchera pas. Donc, eux autres, ils se sont rendus compte que l'accès pour tous et pour toutes de cette technologie-là est important. La technologie est vraiment en support au système de mesure partagée. Donc, quand on dit que c'est secondaire, c'est pour trouver le meilleur moyen pour colliger l'information et tout ça. Puis, mais encore là, si on veut pas que la technologie devienne un frein, on veut vraiment que ce soit un outil de support. Donc, elle est secondaire à toutes les actions qui vont se faire. Puis, la préoccupation liée à la vie privée. Ils ont appris que parfois, on était très inquiets avec les données qu'on recevait. Puis, excusez-moi, là, il y a une mauvaise traduction. Là. On semblait masquer l'inquiétude plutôt que la vigilance de l'agence. Donc, parfois, on veut tellement colliger de l'information puis respecter la vie privée que on ne sait pas trop comment on va la diffuser. Puis, donc, encore là, de se poser les questions sur comment on la traite, cette information-là, comment on la diffuse sans vraiment dévoiler la vie privée des gens. Et ils se sont rendus compte qu'encore là, c'est une préoccupation partagée par les organisations puis qu'il fallait vraiment s'ajuster. Dans le roadmap, toujours, à Seattle, le projet de roadmap à Seattle, qui est un autre projet, c'est de doubler le nombre d'étudiants dans les comtés de South King et de South Seattle qui sont en voie d'obtention d'un diplôme d'études secondaires ou d'obtenir un certificat professionnel d'ici 2020. On est en 2016. Et les gens diraient, ben voyons, c'est un objectif vraiment, un enjeu vraiment trop grand, comment on pourrait le faire? Mais s'il y a plein de partenaires qui s'entendent que c'est l'enjeu commun, puis on va y travailler ensemble, c'est sans doute possible de changer le système puis atteindre l'impact souhaité. Il y a une citation d'un des leaders de l'initiative: nous nous sommes engagés, ni plus ni moins, à combler le fossé inacceptable de la réussite des étudiants et des étudiantes à faible revenu et des enfants de couleur et à augmenter le taux de réussite de tous les étudiants du berceau à l'université à la carrière professionnelle. D'ailleurs, on en avait parlé, je pense, de Seattle au dernier webinaire et on a vu aussi l'impact de ce travail-là. Donc, au niveau d'un système d'évaluation de mesures partagées, eux autres, ils ont travaillé à former des groupes de travail, à identifier des indicateurs, comme on l'a dit tout à l'heure, des indicateurs communs, puis à faire le suivi du progrès et à affiner sur la durée, parce qu'on parle toujours de 3 à 5 ans. Et vous voyez comment, encore là, dans le Roadmap Project de Seattle, comment ça s'est fait. Donc, si on parle de la maternelle à l'université, ils ont créé des groupes de travail de gens expérimentés dans chacune des sphères là, de cette éducation-là, maternelle à la 12e, maternelle à l'école, maternelle à la 12e hors école, le postsecondaire. Il y a eu, chaque groupe a reçu la tâche d'identifier des indicateurs de la réussite des étudiants. Encore là, vers l'enjeu commun, là, du berceau au collège. Et après ça, ben, pour identifier ces indicateurs-là communs, ils se sont donné des critères, ils se sont rencontrés, ils ont évalué le tout, ils sont arrivés avec une liste restreinte des indicateurs les plus importants pour bien documenter le projet. Et des indicateurs d'appui aussi ont été identifiés pour contrôler sur la durée l'évolution et le progrès.
puis faire le suivi du progrès et affiner la durée. Encore là, il y a des rapports d'étapes, il y a des rapports à mi-projet, après 6 mois, après un an, poursuivre le progrès des, du développement de nos activités, nos initiatives dans notre grande stratégie d'impact collectif. À Seattle, ils ont créé aussi une équipe d'experts en traitement de données qui ont suivi ça un peu plus près pour vraiment alimenter vraiment tous les autres partenaires impliqués. Donc, ça peut être une façon aussi, quand on dit on mobilise, on engage différentes personnes ou on implique différentes personnes dans nos processus, dans nos façons de faire, bien, dans cette condition favorable-là, qui est le système d'évaluation continue, le système de mesures partagées, bien, si on a des gens qui se passionnent dans l'évaluation des avancées, des progrès, bien, ça pourrait peut-être devenir un petit groupe de nos experts dans nos communautés qui suivraient ça plus près quand les indicateurs sont en place, puis qui peuvent alimenter les différentes réunions, puis s'assurer qu'encore là, ça alimente vraiment nos réflexions collectives. Critères pour définir les indicateurs. Parce que là, si dans chacun de nos groupes de travail, si on faisait la même chose dans notre communauté, puis qu'on s'était divisé en 4-5 groupes de travail, puis que chaque groupe a identifié une dizaine d'indicateurs, comme on le disait plus tôt, il va falloir se donner des critères pour choisir les indicateurs les plus porteurs ou structurants pour vraiment documenter les données qu'on doit aller colliger pour nous donner une tête, puis suivre le progrès de nos initiatives et de nos activités. Donc, les critères pour définir les indicateurs, une mesure valable liée à un objectif ou un sous-objectif de notre agenda commun. Faut qu'il soit compréhensible par nous-mêmes impliqués, les participants et participantes impliqués mais aussi par d'autres intervenants locaux qu'on va vouloir informer des avancées puis des progrès. Préparé par une source de confiance. Donc, si jamais on a des indicateurs, on fait une évaluation de données, puis on a un indicateur X, Y, Z, ben l'information doit nous venir d'une source de confiance. C'est pas une personne qui dit je pense que dans tel contexte, c'est pas vraiment une source de confiance. Il faut vraiment, comme vous avez vu le tableau tout à l'heure, il y avait vraiment des sources de données qui alimentaient tel indicateur qu'on avait identifié, puis c'était des sources fiables, c'est des sources continues. On sait même combien de fois par année ou c'est à chaque année que cette information-là est mise à jour pour vraiment, encore là, alimenter la réflexion. Dans leur cas, dans le Roadmap Project, ils ont aussi trouvé des critères pour comparer avec les autres districts scolaires, pour encore là avoir des comparables. Pas se comparer pour compétitionner, les comparer pour voir l'avancée et mieux documenter le progrès de ce qui se passe chez eux avec les initiatives qu'ils ont mis en place. Est-ce que ce sont faciles ou abordables à rassembler, à présenter sous forme de rapport, dans le sens que si on se dit qu'un indicateur, on va aller chercher tel genre d'information, mais ça nous prendrait 10 ans la trouver, cette information-là. Donc, c'est pas facile. On veut suivre le progrès. Donc, il faut trouver des indicateurs, des critères, puis des indicateurs qui vont être vraiment accessibles, faciles, abordables, à trouver de l'information tout au long du développement de notre projet. Ça rejoint ce que je viens de dire, constamment, les données constamment disponibles. Donc, un des critères sur un indicateur, est-ce que cette information-là que l'on cherche, elle est disponible? Est-ce qu'on peut la vérifier aux 3 mois, aux 6 mois? Est-ce qu'elle peut être ventilée? Si on parle de toute une ville, comme exemple la ville d'Ottawa ou la ville de Sudbury, est-ce qu'on va y aller par quartier? Puis si oui, ben, les zones géographiques de quartier, est-ce qu'on peut aller chercher les données spécifiques? Est-ce qu'on peut aussi aller par ethnicité, statut socio-économique, apprenant de l'anglais ou du français, hommes, femmes, transgenres et autres? Encore là, les données sur les tendances doivent être tournées sur une période d'au moins 3 ans. Naolo de la Fondation Trillium nous a dit à chacun des webinaires et même la session en personne, les trajectoires d'impact collectif, les communautés qui entreprennent vraiment cette façon de faire les choses, identifier un enjeu commun et ils se donnent de 3 à 5 ans pour l'atteindre. Vous voyez tout à l'heure le roadmap là, qui disait 2020, on se donne de 3 à 5 ans pour réaliser ces projets-là. Mais si les données qu'on veut se donner, on peut les trouver seulement dans les premiers mois ou les premiers 6 mois ou un an, est-ce qu'on va être capable de
vraiment voir l'évolution, le progrès. Il doit être possible pour chaque indicateur d'être influencé jusqu'à un certain degré par le biais d'une action locale et que celui-ci utile dans le travail au quotidien des groupes de travail au sein de l'ensemble de notre système qu'on aurait mis en place. Puis ça veut dire qu'on va faire des activités, des initiatives dans l'ensemble de notre agenda commun, notre plan de match commun. Ben, pour chaque initiative ou d'autres initiatives locales qui pourraient se passer, comment, avec les indicateurs, on peut évaluer l'influence de ces activités-là locales. Donc, indicateurs finaux du projet Roadmap, toujours de Seattle, il y a tout le volet préparation, le volet accomplissement. Donc, dans préparation, est-ce qu'on est prêt et en bonne santé pour la paternelle? Donc, si on parle des jeunes, vous vous rappelez, là, c'est du berceau au post-secondaire. Donc, on va identifier les indicateurs finaux dans chacun de ces trois grands blocs-là. Donc, si les jeunes sont prêts en bonne santé pour la maternelle, accomplissement, s'ils ont un appui soutenu, puis ils réussissent à l'école, diplômés du secondaire, prêts à l'université ou la carrière professionnelle, puis réalisation, obtenir un diplôme universitaire ou un certificat professionnel. Puis vous voyez, dans chacun de ces grands blocs-là, ils vont avoir des indicateurs pour, puis là, je viens juste de vous les projeter, pourcentage d'enfants prêts à réussir à l'école maternelle, pourcentage d'étudiants compétents. Compétents, ça veut dire qu'ils vont réussir en lecture, en mathématiques, en sciences, et tout ça. Le pourcentage d'étudiants déclenchant des indicateurs d'avertissement précoce, de décrochage ou autre, en tout cas. Vous voyez, donc, pour leurs trois grands blocs, ils ont identifié des indicateurs communs finaux pour leur projet Roadmap, et tout le monde collige l'information dans un système partagé de collecte d'informations pour encore là maintenir la collecte d'informations et alimenter une analyse continue des projets. Le rapport de référence les a aidés à mieux comprendre la réussite des étudiants dans les régions. Puis ça, c'est un exemple de rapport qu'ils ont produit. Une autre initiative, ça aussi on en avait parlé au dernier webinaire, c'est le Magnolia Place à Los Angeles. Ils ont clairement identifié leur vision commune, la mission qui s'était donnée, puis le modèle de changement au niveau communautaire qu'ils voulaient mettre en place. Eux autres, ce qu'ils veulent, c'est qu'au sein de leur communauté, tout le monde travaille ensemble pour s'assurer que chacun vit bien et de manière prospère. Donc, c'est une initiative de lutte contre la pauvreté, de communauté en santé et tout ça. Donc, eux autres, ils ont entrepris leur trajectoire. Si vous voulez lire plus sur cette étude de cas-là, je vous invite vraiment à aller visionner le dernier webinaire qu'on a fait sur l'agenda commun, parce qu'on a repris certains éléments de comment ils ont traduit dans leur agenda commun, de la vision, de la mission, leur propre théorie de changement. Mais dans le système de mesures partagées, ils se sont donné un tableau de bord au fur et à mesure que le système commun, les outils qui se sont donnés pour colliger de l'information, ils réussissent à se produire un tableau de bord. Vous voyez, il y a même une date. Donc, à telle date, ils peuvent très bien avoir l'avancée de toutes les initiatives en fonction des indicateurs qui se sont donnés. Là, je sais que c'est un peu flou, mais si vous voyez dans les petits graphiques en bas, on voit des pourcentages dans les titres des graphiques. C'est les pourcentages des indicateurs qui se sont donnés, un peu comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc, en haut, c'est le résultat à long terme, les progrès développement des jeunes en maternelle, compétences en lecture et en troisième année. Puis là, vous voyez les mesures de l'amélioration en temps réel dans les différents soutiens aux élèves. Puis là, c'est en fonction de chacun des indicateurs. Vous sortez ce rapport-là en octobre 2011 et vous allez le voir, vous allez voir une évolution dans le rapport. Puis encore là, imaginez quand l'outil est performant, puis que tout le monde alimentent l'outil avec les données dans leur contexte respectif, dans leurs activités respectives. Eux autres, c'est sans doute leurs 4 groupes de travail qu'on a vu tout à l'heure. Ils ont un outil commun de collecte de données, mais un outil commun aussi pour produire ce genre de tableau de bord-là avec les données. Puis, ça leur permet de suivre les progrès de chacune des initiatives dans chacun des contextes, que ce soit en maternelle, en troisième année ou au secondaire. Donc, si on revient à notre tableau de bord de Magnolia, leur processus d'apprentissage structuré les distingue parce qu'ils sont toujours dans une logique de planifier, de passer à l'action avec des initiatives concrètes, d'agir, et quand ils ont agi, ils ont colligé leur information, reçoivent ces informations-là, l'analysent, donc ils peuvent étudier cette information-là. Ça peut aussi les aider à
planifier les prochaines actions. Donc, ça les confronte toujours à répondre à 3 questions. Qu'est-ce qu'ils essayent d'accomplir? Ils vont être capables, comment saurons-nous si ce changement constitue une amélioration dans l'enjeu qu'on a identifié tout à l'heure au niveau des jeunes, du berceau à l'université, puis quels changements pouvons-nous faire qui résulteront en une amélioration. Puis ils sont vraiment, eux autres, ils se sont vraiment attardés là, dans une logique où est-ce que on regarde toujours en fonction du suivi puis des progrès, euh, qu'est-ce qu'ils accomplissent, mais qu'est-ce qu'ils pourraient faire de plus pour continuer à améliorer la situation. Leurs objectifs qui sont donnés, c'est l'expression en anglais SMART. Chaque objectif était spécifique, mesurable, axé sur l'action, donc c'est pas du blabla, c'est vraiment axé sur l'action, réaliste, mais aussi réaliste dans un temps opportun. Puis il y avait 3 niveaux de changement qu'ils voulaient eux autres provoquer. Un changement au niveau du système, un changement entre les relations de toutes les organisations impliquées là, dans le milieu, dans la communauté. Puis le 3e niveau de changement, c'est au sein même des organismes individuels impliqués dans l'initiative d'impact collectif. Donc là, dans le partage au niveau de ce que Magnolia Place a appris, les données et apprentissage en temps réel leur a permis leur offert une manière de tester leurs hypothèses et d'apprendre ce qui fonctionne ou non, puis le pourquoi de si ça fonctionne ou non, pas juste quand ça fonctionne pas, on essaie de trouver des réponses, mais si ça fonctionne bien, qu'est-ce qu'on devrait continuer à faire pour que ça continue à bien fonctionner. Le modèle d'amélioration offre une discipline utile. Les partenaires assistent aux réunions pour avoir accès aux données et obtenir un encadrement dans l'analyse, la compréhension de ces données-là, puis qu'est-ce qu'on en fait de ces données-là pour continuer à travailler ensemble, à concerter nos affaires pour atteindre l'impact que l'on souhaite en fonction de l'enjeu majeur. Motivation et engagement pour le changement. C'est sûr que plus ce que les autres qui ont appris, c'est que si les gens restent informés des progrès, mais c'est très motivant de parce qu'on voit qu'on ne fait pas du surplace, on voit que les choses changent un peu, puis en même temps, ça nous engage à vouloir toujours en faire plus en fonction de nos rôles respectifs dans cette initiative d'impact collectif. Et c'est ce que j'ai lu dans certaines expériences, c'est que c'était assez particulier, c'est que ah oui, je vois Marc, ouais, hein, ça a pris un peu plus de temps. Étape de la conception, je vais y aller assez vite. On a commencé 3-4 minutes en retard et donc je vais y aller plus vite. Étape dans la phase de conception, définir une vision partagée, fixer des critères comme on l'a dit tout à l'heure, définir qui et comment ça va se gérer, constituer des groupes de travail, ça résume bien nos 2 dernières études de cas. Conduire une diligence responsable, définir des indicateurs de performance, mais des indicateurs communs, pas juste des indicateurs spécifiques à chacun des organismes impliqués, mais qui vont être communs en fonction de l'agenda commun, puis vérifier et engager vraiment les partenaires. Les étapes pour l'apprentissage, ça rejoint les apprentissages qu'on a dit tout à l'heure par rapport aux 2 initiatives de cas. Mais j'ai 3 secondes pour vous les partager. Constituer des équipes pour l'apprentissage, donc examiner les données faisant l'objet d'un suivi. Quand on reçoit nos données, qu'on les analyse, il y a peut-être des données qu'on va vouloir approfondir. Créer des espaces et des conversations pour discuter des défis, des réussites du travail accompli, pour encore là qu'on puisse aller plus loin et que ça alimente tout le travail que l'on fait. Là. On fait pas toutes les initiatives d'impact juste pour évaluer la chose, mais il faut cette condition est importante parce qu'on vous le dit, cette condition-là, vu qu'on trouve une façon et un mécanisme commun pour colliger de l'information, puis alimenter notre réflexion commune et notre action concertée de toutes nos initiatives pour vraiment avoir l'impact souhaité, il faut apprendre de ça, il faut tester, il faut que l'information nous alimente. Et si on fait fausse route, on n'attend pas 5 ans pour s'en rendre compte. Au fur et à mesure qu'on documente le travail que l'on fait dans notre grande stratégie d'impact collectif, ben si après 3 mois on s'est rendu compte qu'on s'est trompé, ben on modifie le tir, mais c'est une décision collective et ça nous permet de mettre en place les changements tout au long de la démarche, mais aussi les changements que l'on souhaite par rapport autant au sein de l'initiative que les grands changements que l'on veut par rapport à l'enjeu. Il y a un guide pour évaluer l'impact collectif. J'ai fait de la recherche
Ce guide-là n'existe pas encore en français, mais il est très bien fait, très compréhensible, et voici le lien. Mais les deux études de cas que j'ai trouvées en français reprennent les éléments de comment faire et documenter, comment développer, concevoir, mettre en place, en respect des 5 conditions, des initiatives d'impact collectif. Et il y a aussi une des conditions qui est l'évaluation, c'est aussi intégré. Donc, ça provient d'un atelier sur l'impact collectif qui a été financé par InnoWeave. Et vous voyez, c'est Giffard Montmorency, Montmorency puis Bordeaux-Cartier. Donc, c'est ça. On arrive à 1 heure. Je ne sais pas, Devin, si Marc, s'il y avait des questions. Oui, il y a deux petites questions. Euh, je vais vous donner la première. La première vient de Luc Como, qui demande quel type de plateforme web pour le développement du système de mesures partagées. OK, ben bonjour Luc. Écoute, je fais partie de 2 projets présentement qui utilisent des plateformes où est-ce qu'on veut mesurer l'impact. Et il existe de plus en plus d'organisations, de consultants, de firmes qui se développent des outils semblables. Il n'en existe pas un en particulier. À ce que je sache, le monde essaie de les adapter à leur propre contexte. Mais il y a vraiment des gens qui se spécialisent là-dedans. Ce qu'on pourrait faire, c'est, je pourrais vous envoyer, tout est à la faux, je pourrais vous envoyer des liens sur 2 ou 3. Non, Marc, c'est vrai, dans un courriel, on pourrait mettre 2 ou 3 liens pour que les gens voient des ressources qui existent. Ce qui est intéressant, c'est que là, vu qu'entre autres, le gouvernement de l'Ontario, pour le programme pilote du développement des entreprises sociales, ils ont créé des genres de tableaux de bord, puis des processus d'évaluation. Il y a peut-être des outils qu'on va pouvoir se partager et qui existent déjà en français parce qu'il y a eu quelques initiatives francophones, dont avec le Conseil de la coopération de l'Ontario qui stimule des entreprises sociales d'Ottawa. Mais on pourra aussi vérifier avec Nolo, avec la Fondation Trillium de l'Ontario, si eux autres aussi ont des contacts par rapport à des plateformes. Moi, ce que j'ai vu, c'est que oui, il peut y avoir des plateformes standards, mais quand on travaille avec des consultants dans le domaine, ils vont aussi adapter leur outil pour qu'ils épousent réellement notre théorie du changement dans notre contexte, nos grands objectifs, notre agenda commun, mais aussi les indicateurs qu'on va identifier dans notre contexte respectif. Sinon, un outil d'évaluation qu'on appliquerait à toutes les sauces et à tous les contextes serait jamais pertinent pour vraiment devenir l'outil d'appui pour documenter votre réflexion puis votre action collective. Donc, Marc, on pourrait peut-être partager certaines ressources par la suite. Oui, on peut les inclure. Merci, Étienne. Puis, dernière question, c'est juste, est-ce que vous avez des recommandations sur des meilleures pratiques concernant comment on peut faire communiquer les bailleurs de fonds pour qu'ils s'alignent? Ben, écoutez, comme je vous le disais tout à l'heure, on a eu le flash lors des premières formations en discutant avec la Fondation Trillium qu'il y ait une discussion commune. Je sais très bien aussi, il va falloir que les bailleurs de fonds se parlent. Je pense qu'on est chanceux en Ontario que la Fondation Trillium de l'Ontario assume un leadership dans cette foulée-là d'avoir une source de financement pour l'impact collectif. Vous avez vu tout à l'heure les 2 autres ressources que j'ai mis en ligne en français. Sont financées par InnoWeave, qui est une autre des grandes fondations canadiennes, qui est la Fondation McArnold. Donc, c'est du monde qui se parle, c'est du monde qui travaille ensemble, mais ça va être important qu'éventuellement ce monde-là parle au Conseil des arts de l'Ontario, à Patrimoine canadien, à Service Canada, à tous ces différents partenaires financiers là, pour que oui, ils se rendent compte que si de leur côté aussi ils alignaient leur processus et leur demande de collecte d'informations et même leur processus de financement, ben peut-être qu'il y aurait plus de bailleurs de fonds qui verraient, euh, je trouve ça plate d'utiliser toujours le même mot, mais plus d'impact à financer des initiatives d'impact collectif. Il va y avoir plein d'autres sources de financement parce qu'il va toujours avoir des projets de courte durée et des projets de longue durée dans divers contextes de notre communauté, parce qu'il y a différents besoins. Mais pour l'impact collectif, le seul conseil que je peux donner, c'est quand vous parlez à un bailleur de fonds, vraiment nommer que vous vous inscrivez dans une stratégie d'impact collectif. Si vous voulez vraiment, il vous comprend pas, peut-être le mettre en lien avec des gens de la Fondation Trillium parce que les gestionnaires de projets à Trillium sont super expérimentés sur le sujet. Et je ne sais pas, peut-être que Tamara a déjà organisé ou pense organiser une table de partenaires financiers parce qu'éventuellement, je pense qu'il va falloir qu'ils aient un espace pour se parler entre eux pour vraiment voir comment ils peuvent peut-être soutenir de façon différemment
les communautés qui prendront cette stratégie-là. En passant, le mouvement coopératif, il y a bien des années, quand j'étais impliquée en 1994, en 96, on avait créé une table pour tous les partenaires financiers en développement économique communautaire. Et juste de créer l'espace pour qu'ils se parlent d'une thématique commune ou d'une approche commune, nous, on avait vu les résultats pas 10 ans plus tard, quelques mois plus tard. On avait vu des partenaires qui s'étaient mis ensemble pour soutenir une initiative, mais c'est parce qu'on leur avait créé cet espace-là. Donc, moi, mon rêve, c'est qu'au niveau de l'impact collectif, cette approche-là qui doit, parce qu'on sait que c'est un défi, si chaque bailleur de fonds tire le bout de sa couverte en fonction de ce qu'il cherche comme information et ce qu'il cherche comme rendement, créer de l'attention sur nos beaux projets, une nouvelle stratégie d'impact collectif, ça aidera pas, ça va demeurer un défi. Donc, peut-être qu'il va falloir créer cet espace-là de conversation pour qu'ils se parlent, qu'ils s'informent, qu'ils se sensibilisent, qu'ils font peut-être, comme la Fondation Trillium, investir dans des projets pilotes pour après ça voir vraiment comment ils pourraient le faire plus pleinement. Et je pense pas qu'un jour on aura tous les partenaires financiers alignés pour soutenir ça, mais si on en avait quelques-uns, je pense que ça ferait une différence. OK, parfait. Merci. Donc maintenant, je pense qu'on est rendu au temps de présentation de Trillium. Euh, donc, on va vous présenter Naulo de Trillium. Puis, Ok, parfait. vas-y. Merci Naulo. Donc, vous pouvez maintenant un peu jaser sur les détails de Trillium puis la subvention volet, la volet subvention. Merci. Ok, merci Marc. Merci à Etel pour votre présentation, c'était vraiment bien. Alors, moi, mon nom c'est Naolo, je travaille ici au niveau de l'impact collectif à la Fondation et je vais juste vous parler pendant quelques minutes de la Fondation. Alors, la Fondation Trillium de l'Ontario est la fondation subventionnaire la plus importante au Canada. En 2013, la Fondation a fêté son 30e anniversaire en tant qu'organisme subventionnaire. Et chaque année, ce sont environ plus de 1000 organisations communautaires en Ontario qui bénéficient de notre soutien financier pour des projets qui favorisent des communautés saines et dynamiques. Et c'est environ 110 millions de dollars par année que nous investissons pour soutenir des projets visant à améliorer la situation financière des populations, leur niveau d'activité physique ou leur connexion à la communauté. Nous investissons aussi dans des projets dédiés à la jeunesse, aux activités artistiques et à la protection de l'environnement. Alors, la Fondation Trillium de l'Ontario est une agence non partisane du gouvernement de l'Ontario. Nous ne réalisons pas de projet nous-mêmes. Notre rôle est principalement de participer à l'amélioration de la société grâce à nos investissements dans les initiatives communautaires ici en Ontario. Alors, nous nous sommes lancés dans l'impact collectif afin de répondre à un besoin des organisations qui travaillent dans l'impact collectif et qui ont besoin de ressources financières afin de supporter leurs efforts collaboratifs. Donc, en organisant des webinaires et des sessions d'information sur l'impact collectif, nous espérons en fait pouvoir outiller les organismes communautaires et développer leurs compétences afin de favoriser des histoires de succès ici en Ontario. Donc, si vous voulez en apprendre plus ou si vous avez besoin de ressources financières, vous pouvez aller en ligne sur notre site web, contacter un gestionnaire de programme local ou me contacter moi-même. Et si vous avez des questions, on est là pour pouvoir vous aider, on est là pour répondre à toutes vos questions. Alors, merci à Marc, merci à Etel pour cette présentation. C'est vraiment bien. C'est pas le premier webinaire qu'on fait et ça se passe toujours très bien. Donc, on est là pour vous aider. Contactez-nous. Ben, merci beaucoup, Naolo. Et si on regarde, Marc, juste pour conclure l'événement et le webinaire de Tamarack, il y a tous les autres webinaires que vous organisez, ils sont tous en anglais, sauf celui que j'ai écrit en français, structure de soutien. Parce que je sais que, exemple, Luc Lafaux, il se pose sans doute la question, puis peut-être d'autres organismes dans la communauté, comment on pourrait mettre en place la structure de soutien pour enclencher les initiatives d'impact. Donc, le 6 septembre de midi à 13h, et on respectera le temps, il y aura le prochain webinaire en français. Puis merci Marc, merci Devin, merci Naolo pour ton complément d'information. Puis je suis désolée d'avoir pris quelques minutes de plus. Non, ça a été très bien, puis beaucoup d'informations, des informations très pertinentes. Merci, Ethel, d'avoir vraiment partagé vos réflexions et perspectives avec nous aujourd'hui. Et merci à tous nos participants en ligne, ainsi pour vos questions et vos commentaires. Je veux juste vous rappeler encore de notre événement en septembre, notre Community Change Institute à Toronto, le 26 au 30 septembre. Vous pouvez vous enregistrer en ligne. Puis
il faut dire qu'il y a plusieurs opportunités pour continuer l'apprentissage concernant ce sujet. Nos événements et autres webinaires sont toujours disponibles et vous pouvez vérifier notre site web pour l'horaire des événements à venir. Donc, comme Ethel a dit, en anglais, il y a Penser différemment. C'est un événement d'une journée à Red Deer en Alberta, le 12 septembre. Il y a Accélérer le changement communautaire grâce à l'impact collectif à Winnipeg le 15 septembre. Puis, comme j'avais dit déjà, il y a des événements de plusieurs journées. Le Community Change Institute du 26 au 30 septembre à Toronto. Puis, évaluer l'impact communautaire du 15 au 17 novembre à Hamilton. Les webinaires à venir, comme Ethel a déjà dit, en français, il y a celle de la structure de soutien avec Ethel le 6 septembre de midi à 1h et une série de webinaires qui suit. Comme déjà mentionné, dans quelques jours, vous recevrez un courriel avec les liens à l'enregistrement audio du webinaire et autres matériels pertinents, ainsi que les exemples, comme Ethel a dit, pour la question de Luc concernant les plateformes. Nous vous encourageons de nous donner des commentaires concernant le webinaire d'aujourd'hui. Donc, envoyez des courriels à Tamarack avec vos commentaires pour qu'on puisse améliorer l'expérience des participants durant les webinaires. Vous pouvez aussi m'envoyer un email direct. Mon email, c'est marc, M-A-R-C, @tamarackcommunity, Tamarack, community.ca. Encore, ça a été mon plaisir, Ethel. Merci encore. Puis, j'espère qu'on va vous revoir ou vous entendre. Vous allez nous entendre le 6 septembre. Bonne journée.